L'expert comptable va beaucoup être dans le conseil, dans vraiment l'accompagnement, le suivi, l'analyse plus poussée. On se disait, il faut à tout prix dire oui. Le candidat dit oui, on dit oui. Mais non, en fait, quand humainement on sent pas le truc, il faut pas y aller. Faut pas se mentir, faut être vrai. Il faut essayer de pas surenchérir, de pas trop vendre du rêve. Notre motivation pour nous, c'est de pouvoir faire évoluer tout le monde. Je pense que la vie, c'est une balance. Il faut trouver son équilibre. Quand on est expert comptable et quand on se tourne vers l'expertise comptable parce qu'on aime les maths, on est mal barré. Là, on le voit dans tous les logiciels d'automatisation qu'on utilise. Il y a beaucoup d'IA à chaque fois. Ça nous fait gagner un temps incroyable. J'ai la gendarmerie qui m'appelle, la brigade financière, en me disant ce soir à 20h, vous venez à la brigade. Si vous parlez à une seule personne de ce rendez-vous, vous ne serez plus jamais expert comptable. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle masterclass. Aujourd'hui avec le cabinet IFEN Expertise où je reçois deux personnes et j'ai le plaisir d'avoir un nouveau format d'épisode parce qu'aujourd'hui je reçois Vincent qui est l'un des fondateurs de ce cabinet d'expertise comptable et Clara qui est collaboratrice depuis 1 an. En quelques chiffres, Vincent, et je vais te laisser raconter toute l'histoire du cabinet. Le cabinet, il a 25 ans d'années d'expérience, Oui. ou 25 ans. Et puis, depuis 4 ans, il y a une progression. Vous êtes passé de 15 collabs à la fois à 30 collabs environ, 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a eu de la croissance. Il y a eu aussi des nouvelles personnes qui ont rejoint le cabinet. Et quand il y a cette croissance à la fois en termes de clients et de collaborateurs, du coup, forcément, il y a des enjeux à la fois business, mais aussi des enjeux de expérience du travail. Et comme on sait que dans les cabinets, et même dans le monde de l'entreprise, l'expérience du travail, c'est très important, eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Merci d'être là tous les deux. Merci à vous. Merci. Alors, on va commencer déjà, honneur aux filles, Clara, parce que nous, on n'a pas la parité, et donc on va te laisser la parole. Ça fait 1 an que tu as rejoint le cabinet IFEN. Raconte-nous déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la profession comptable, et raconte-nous aussi un peu ton contexte aujourd'hui, ce que tu fais. Donc, j'ai toujours été attirée par les chiffres, par le milieu des mathématiques. Et puis, je connaissais quelqu'un qui, dans ma famille, était comptable. Donc, elle m'a permis de faire un stage. Ok. Et après, je suis arrivée dans le cursus. Donc, j'ai commencé le DCG. Et à l'issue duquel, j'ai voulu vraiment appliquer mes connaissances dans le milieu professionnel. Donc j'ai directement travaillé après mon DCG. Et alors, pourquoi avoir choisi le DCG ? Et alors, cette personne qui avait dans ton entourage, elle était comptable, mais elle faisait quoi, elle, dans la vraie vie ? Elle bossait en entreprise, en cabinet ? Ouais. Donc, c'était en entreprise. Le DCG, parce que justement, j'avais beaucoup de retours sur la formation et que c'était une formation très complète. Donc, quitte à tenter, autant partir sur le DCG directement. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants ou de jeunes qui écoutent le podcast et qui peuvent avoir peur de rejoindre le DCG parce qu'ils disent c'est trop difficile, les taux d'échec, etc. C'est quoi ton feedback et ton retour d'expérience à toi ? Ça n'a pas été évident. C'est très théorique, mais on apprend beaucoup. Et on apprend justement à apprendre pendant tout le cursus. Ok. Et c'est très enrichissant comme formation. Dans tous les cas, ça nous apprend pour la vie, même si on finit pas comptable à côté. Donc, moi, je ça en vaut le coup d'aller jusqu'au bout, de persévérer. Et il y aura forcément des bons retours dans la profession après. Aujourd'hui, tu es collaboratrice. Oui. C'est quoi un peu ta perspective pour demain là ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu veux passer le DSCG ou alors tu veux continuer à progresser dans le cabinet, dans le monde pro ? Mais justement, je suis arrivée chez IFEN, j'étais assistante comptable et j'avais comme volonté de devenir collaboratrice, donc d'être formée professionnellement, parce qu'il y a vraiment un écart entre les études et le monde professionnel. Donc c'est un objectif qui a été atteint et qui m'a vraiment motivée à poursuivre la formation personnellement. Et je reprends actuellement mes études. Donc je passe pas le DSCG mais le Master CCA en cours du soir. Donc trop bien. Nouveau challenge. Ok, super.
Alors, Vincent, à ton tour, qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de devenir expert comptable? C'est quoi la flamme qui t'a envoyé dans cette profession? Alors, c'est marrant parce qu'on en a discuté hier soir pour préparer notre matinée. Et un environnement aussi un petit peu dans l'expertise comptable, un cousin, le père d'un ami, d'un de mes meilleurs amis, donc ça m'a donné envie, très chiffres. J'étais vraiment bac S, spécialité maths, Ok. il fallait qu'il y ait des chiffres partout, sinon je me sentais pas très bien. Ok. Contre l'avis de tout le monde, je suis parti donc, dans cette voie. Et j'ai de suite accroché parce qu'il y avait de l'économie, du droit, il y avait vraiment des matières que je découvrais et j'ai accroché à 300%. Et quand tu voyais l'ami de ton cousin, c'est ça? Ou alors, Ouais. t'imaginais quoi de son job à lui? En le regardant comme ça de l'extérieur? Je le voyais très au fait en fait, de tout l'environnement économique. Il avait une perception, il était très affûté sur toutes les problématiques économiques, mais également il y a une curiosité en fait dans l'attitude d'un expert comptable qui m'intriguait. Il y avait une connaissance, une culture générale très étendue. Et ça m'a vraiment poussé à aller dans cette voie. Et les études ont été qu'une confirmation. Effectivement, on est quand même, on balaye énormément de sujets. On est vraiment des généralistes à la base. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, Clara, toi, maintenant que tu es rentrée aussi dans le monde du cabinet, comment tu vois l'expert comptable et le job d'expert comptable? Parce qu'il y a ton travail, on va en discuter après hein, sur les tâches que toi tu réalises. Mais maintenant, c'est quoi ta vision de ce métier avec une approche plus concrète? J'avais pas d'a priori avant de rentrer dans la profession, parce que pendant mes études, on a plutôt bien vendu et vendu concrètement le métier. Et puis j'avais fait des stages, donc je voyais à quoi m'attendre en arrivant. Et moi, l'expertise comptable, c'est pas, enfin être collaborateur comptable, c'est deux métiers différents. Ouais, je vois. L'expert comptable va beaucoup être dans le conseil, dans vraiment l'accompagnement, le suivi, l'analyse plus poussée. Vincent pourrait dire l'inverse si je me trompe. Qui charbonne, quoi. Alors que le comptable va plus être dans vraiment la précision, chercher le détail pour avoir des comptes justes et que ça reflète vraiment la réalité du... hyper intéressant ton retour et en fait cette perception, ça veut dire que dans l'esprit, en tout cas, de ce que tu partages, c'est de se dire, voilà, il y a deux visions. Il y a comment on va permettre d'avoir des comptes qui sont justes et qui respectent l'image fidèle en respectant les règles de droit. Et puis, et comptable, hein, fiscal, juridique, etc. Et puis toi, en tout cas, toi, pas toi, mais en tout cas, dans la vision de ce que Clara partage, c'est l'expert comptable prend une casquette un peu plus haute. Et puis là, tu vas ratisser tellement de sujets où tu vas apporter du conseil sur plein d'éléments. Oui, et c'est vrai qu'on a la chance finalement de voir beaucoup plus de volume de dossiers en tant que collaborateur, où il y a un portefeuille plus réduit. Donc il y a une vision, il y a l'effet d'expérience, puisqu'on peut aller piocher dans le dossier concurrent et amener du coup des infos aux clients. Et il y a également une vision, enfin on le sait, quand on est dans un dossier, on a du mal à s'en dégager. Quand on fait de l'audit un petit peu aussi, on voit de suite les problématiques, ça saute aux yeux. Parce qu'il y a une vision très macro. Ouais, je vois. Et le piège, parfois, c'est d'être justement dans le micro, dans le détail. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va faire évoluer au sein du cabinet. Je pense qu'il faut qu'on évolue l'automatisation. Enfin, peut-être que c'est des choses qu'on va aborder un peu plus tard, mais l'automatisation, l'utilisation de nouvelles technologies ne nous pousse pas à aller dans quelque chose de très au centime près. Il faut qu'on arrive à prendre un peu plus de recul pour que on passe tous plus de temps au conseil et moins de temps à la production. C'est l'obligation. Aujourd'hui, c'est une obligation d'aller vers prendre cette direction-là. Et donc, ça va demander également, je pense, à faire évoluer chaque pratique et pour chaque collaborateur. Du coup, ça sera super intéressant de pouvoir aller tendre vers plus, finalement, un rôle, comme on l'a dit, comme c'est ton idée, finalement, Clara, l'expert comptable, où on n'est que dans le conseil. Finalement, tout le monde va avoir un petit peu, je pense, la même vision. Ouais, je suis hyper aligné avec ce que tu dis. D'ailleurs, ça éveille une interrogation en moi. Là, le cabinet, il a grossi. Tu vois, on le voit en 4 ans au niveau de la croissance, à la fois en termes de collab et de clients, de chiffre d'affaires.
comment toi, tu appréhendes le monde à venir, tu vois? Est-ce que tu as des craintes? Comment aussi IFEN va s'adapter justement pour faire face à cette nouvelle réglementation et cette nouvelle règle du jeu, en fait, hein? Là, on va jouer une nouvelle partie. Nous, on a fait le choix stratégique vraiment de ne pas se perdre dans de la compta à 50 € par mois pour des clients Ouais. qui, finalement, n'avaient aucun contact. On est vraiment dans du service et on souhaite développer de nouvelles compétences en interne sur de nouveaux domaines comme, par exemple, l'accompagnement au financement des entreprises, sur tout ce qui est couverture sociale des dirigeants, sur la formation. Voilà, on a traversé on a fini notre première brique qui est vraiment au niveau juridique. On allait au bout du bout. C'est-à-dire qu'on est capable de tout faire au niveau juridique. On a un avocat qui intervient, on a 2 juristes. On a vraiment déployé. En interne, ça veut en dire. interne, hein. Ok. On a vraiment déployé au maximum la partie juridique. Je pense que c'est un vrai succès. Donc maintenant, on peut passer à d'autres étapes, d'autres services. Et chaque collaborateur aura un rôle dans cette voie. Puisqu'il faudra que certaines prennent Le pli. le pli et puissent se spécialiser. On les formera, on les accompagnera pour qu'on puisse évidemment répondre à ces services-là. Et justement, sur la partie juridique, comment vous faites aussi pour... alors, c'est un mot un peu, des fois un gros mot dans l'expertise comptable, mais vendre, tu vois, cette mission additionnelle ou la proposer aux clients, et comment finalement, en fait, vous arrivez à augmenter le panier moyen, tu vois, par client, en leur apportant ces briques juridiques. Ça peut être quoi, par exemple, si on aurait un cas d'usage? Je pense que de recevoir un client avec un juriste à ses côtés, Ouais, ça fait la diff, ouais. où en fait on va détecter de suite une problématique avec 2 associés à 50-50, où là on sent qu'il y a un peu de... quand tout va bien, parce que quand ça va pas, on n'est pas non plus pervers. Mais quand tout va bien, mais c'est évidemment, il faut proposer, il faut alerter sur le fait qu'il y a des problématiques de blocage qui peuvent exister. Carrément. Et dans ce cas-là, un pacte associé peut être proposé. Des exemples, il y en a énormément. Mais dès lors que le juriste intervient lors des rendez-vous, ben on va aller chercher de la mission additionnelle parce qu'il y aura de la synergie, parce qu'il y aura de nouvelles idées, parce que le client va se sentir entouré, rassuré. Et évidemment, il voudra nous confier la mission également. Et pas... Ouais, je vois. Hyper clair. Clara, toi, quand tu échanges avec des clients, est-ce que tu décèles des missions additionnelles qui pourraient être proposées aux clients? Comment ça se passe, toi, dans ton job au quotidien, ta relation avec le client, pour qu'on puisse comprendre? Pour l'instant, la relation client, elle se fait un petit peu au fur et à mesure, comme ça fait pas très longtemps que je suis collaboratrice comptable. Ok. Mais les clients, ils sollicitent pour des petits conseils au fur et à mesure. C'est quoi les exemples? C'est quoi les petits doutes qu'ils peuvent avoir les entrepreneurs? Ça va être des explications, par exemple, sur pourquoi ils payent. Pourquoi ils reçoivent un acompte d'IS à payer de par X euros? exemple, pourquoi ils payent autant de cotisations URSSAF. Donc nous, on va vraiment être là pour leur expliquer comment c'est calculé ou rester un petit peu grossier quand même dans nos explications pour que ça reste compréhensif. Ouais. Et donc, au niveau de la relation client, ça va surtout être ça. Au quotidien, on va faire beaucoup de tenue de compte, donc histoire que tous les comptes soient à jour. Comme ça, quand il y a une information à piocher, que ce soit rapide pour que le client ait la réponse facilement et rapidement. Surtout. Ok, hyper clair. Après, Clara est très humble, c'est-à-dire que aujourd'hui... Oui, parce que là, j'ai l'impression qu'elle va pas en dire. Tu as raison, hein, c'est ce que je viens de déceler. Donc, en fait, non, là, Clara est arrivée assistante. Aujourd'hui, elle est collaboratrice. Tu gères ton portefeuille. Et c'est vrai que sur les derniers comptes que tu as établis, tes remarques sont pertinentes. Alors, elles ne sont pas forcément remontées directement au client, mais tu aurais pu le faire. Et c'est du conseil que tu apportes sur des problématiques... voilà, tu arrives à prendre, à donner des pistes de réflexion, d'évolution, des arbitrages que l'on fait au moment de la clôture. Et ça fait partie du conseil. Ouais, ça veut dire que en fait, toi, t'as la compréhension du dossier, t'as les questionnements des clients qu'ils peuvent avoir, et puis si
Peut-être tu pourras m'expliquer aussi comment c'est structuré au niveau du cabinet. Mais après, quand ça passe en révision, eh ben, il y a toutes les informations que Clara aura pu remonter. Et après, ça permet... ah bah tiens, ça c'est un risque, ça c'est un pépin. Dans l'autre, il nous a fait un compte courant, je sais pas ce qu'il nous a fait. Mais du coup, ça permet d'avoir... Mais d'être proactif, quoi. ça se fait au fur et à mesure. Ouais. Quand on descend les comptes, on voit un peu les éléments à faire remonter. Et puis après, l'expert comptable jugera de la pertinence à le dire ou pas au client. Ok. Dans tous les cas, il a un devoir de conseil. Donc, Hyper clair. Alors, là aussi, Ah, et j'ai oublié aussi de te poser la question, Vincent. Qu'est-ce qui t'a amené à être à bord du cabinet IFEN Expertise? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la genèse et son histoire? Parce qu'il y a un truc qui est important aussi, c'est que toi, t'as racheté le cabinet à un moment donné. Et donc, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, raconte-nous un peu cette transition et cette construction jusqu'à maintenant, avant qu'on passe justement au sujet de la masterclass. Parce que là, j'ai un cas concret de comment on a recruté quelqu'un, pour quelles raisons, pour faire quoi, etc. Donc là, c'est parfait. Alors déjà, j'ai fait mon stage d'expertise comptable à Montauban, à côté de Toulouse, pendant 4 ans. Je voyais j'étais vraiment parti donc, pour finir à être expert comptable et m'associer. Je voyais que ça bougeait pas trop, qu'elle n'était pas forcément très, très claire. Et donc j'ai préféré rejoindre du coup un cabinet toulousain qui s'appelait à l'époque le cabinet CAF Expert en tant que mémorialiste. Donc pour terminer, j'ai créé mon mémoire. Et l'optique évidemment de mon prédécesseur, c'était de me vendre le cabinet. Et donc j'ai rejoint une petite équipe. Ça, c'était le deal, ça? Lui, il savait qu'il allait vendre, c'est ça qu'il voulait faire? Oui. Ok. Voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai pu découvrir un petit peu le cabinet avec un fonctionnement, on en parlera peut-être un peu plus tard, très autonome. Chaque collaborateur était totalement autonome sur son portefeuille. Il n'y avait quasiment aucune interaction entre l'expert comptable et le collaborateur. Donc c'était peut-être assez précurseur finalement parce qu'il y avait une liberté sur beaucoup de choses en termes d'horaire, en termes de... voilà, c'était open, très open. L'expert comptable gérait des dossiers un peu complexes quand même, la gestion de cabinet, mais la gestion administrative, ça allait pas trop là, il n'y avait pas forcément trop de management, etc. Donc une équipe de 6-7 personnes. Donc je me suis rajouté dans cette équipe-là. Mais du coup, tu vois, cette autonomie, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Tu vois, peut-être que toi, tu étais assez débrouillard et que tu avais envie peut-être d'apprendre et tu avais une vision aussi. Si tu voulais déjà t'associer, c'est que tu voulais quand même devenir en tout cas quelqu'un ou un bon professionnel. Donc forcément, il te fallait un peu de technique. Mais du coup, tu vois, cette autonomie, est-ce que c'était pas une manière aussi de dire, bon, bah écoute, débrouille-toi un peu tout seul ou alors que tu avais quand même du support, tu vois? J'avais un petit peu un support, mais effectivement, il y avait quand même une volonté de ne pas forcément alimenter l'expert comptable parce qu'il n'aurait pas eu forcément le temps. Ouais, je vois. Ou forcément l'envie peut-être aussi, mais je pense pas. C'était quelqu'un de très humain quand même et de très bien. Mais voilà, c'était surtout que voilà, il fallait que chacun soit autonome, gère également ses honoraires. Enfin, ça allait assez loin Ah oui, ok, d'accord. Dans l'autonomie, je vois pas d'autres mots non, c'est trop bien, celui-là. Ok. Voilà, j'aurais une petite anecdote sur la fin à raconter par rapport à ça justement. Ok, bah vas-y, je te laisse poursuivre. Hein. Donc, comment ça se passe aussi l'acquisition du cabinet? C'est quoi le switch? À quel moment? Pour quelle raison? Et comment toi, c'est quoi le cap et la vision que tu as après? Donc, je reprends le cabinet, je suis diplômé, je rachète le cabinet. Et après, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même intéressant de pouvoir... Alors, il y a eu des départs à la retraite, hein, des collaborateurs aussi qui avaient l'âge du capitaine. Ah oui. Donc, ok. ça a permis, en fait, de recruter des personnes qui étaient un peu plus dans ma philosophie. Et puis, on a commencé à structurer. Il y avait un peu plus j'ai commencé à mettre un peu plus de supervision quand même sur les dossiers, à structurer un pôle social. Il n'y en avait pas. Donc, j'ai embauché ma première gestionnaire de paie qui s'appelait Julie, qui était top parce qu'on a fait un parcours formidable. On est passé avec, gérer au début 100, 200 bulletins. À la fin, je crois qu'elle en gérait plus de 1000. Donc, on a commencé évidemment à l'aider, à embaucher une gestionnaire qui l'a aidé. Donc, on a vraiment commencé par commencer à spécialiser donc, le social, l'administratif du cabinet. C'est bête. Alors,
il y a beaucoup de cabinets qui font le choix de ne plus avoir du tout de secrétariat, etc. C'est pas forcément du vrai secrétariat, c'est plus une assistante de direction Ouais, en je fait, vois. qui va nous épauler au quotidien sur les mises en place de dossiers, sur un petit peu de la vie du cabinet. Voilà, donc c'était et de fil en aiguille avec l'acquisition de nouveaux clients, avec mon réseau, ma nouvelle qui me ressemblait du coup. Ça nous a permis je prenais un stagiaire généralement du master CCH justement pendant 4 mois, 5 mois, et puis chaque année en fait à la fin du stage c'était un CDI, on embauchait le stagiaire en tant que collaborateur et le cabinet a progressé comme ça et donc finalement entre 2010 et 2020 on a doublé en termes d'activité et en termes de collaborateurs. Ça s'est fait naturellement, il n'y a pas eu de quoi que c'était très linéaire, hein. Ok. C'était assez maîtrisé. Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, cette croissance, le fait que tu arrives à assurer le choc aussi, c'est le fait que ça grossit pas trop vite, mais que ça grossit suffisamment bien pour continuer à progresser, innover, recruter et apporter plus de valeur aussi à ses clients, mais sans que ce soit trop, trop lourd. Tu vois, tu fais des gaps et après, tu as la crise de la croissance et la qualité elle descend. Non, ça, c'est resté toujours. C'est ça, petit à petit, je me suis mis en retrait. C'est-à-dire que j'avais vraiment une grosse production. Je faisais de la paye, je faisais du juridique, je Ah faisais oui, de la d'accord. compta, de la tenue. Opérationnel à mort, Donc quoi. voilà, je pense qu'en 2020, je faisais quasiment plus aucune tenue, je faisais Ok. quasiment plus que de la supervision, de la relation client et un peu plus de la gestion de cabinet. Ok, hyper clair. Souvent, il y a des paliers quand on va staffer une équipe, une entreprise, on va dire 0 à 12 personnes ou 0 à 15 personnes. Mais du coup, c'est quoi l'autre partie que tu joues à partir de 2020? Où là, vous commencez à passer de 15 à aujourd'hui 30. C'est quoi ces 4 années et comment on doit structurer le cabinet justement pour que ce soit le plus fluide pour des personnes comme Clara, mais aussi pour toi et les associés qui composent le cabinet, pour que ce soit pas trop difficile aussi et que la qualité du travail elle puisse être OK et puis la qualité de l'expérience collaborateur aussi. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Le changement de nom du cabinet. Il fallait qu'il y ait une identité qui ressemble au cabinet. Ouais, Pas forcément à moi, mais voilà, à l'esprit. Il y a eu le déménagement. On a changé de locaux, des locaux beaucoup plus accueillants pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients. Ah ouais, j'ai vu sur internet, hein, j'ai regardé aussi quelques photos. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'on a Clara, la petite terrasse au troisième étage, bien ensoleillée. Toute l'année, il y a les jardins pas très loin, on est petit du métro. Enfin, voilà, on est en plein centre-ville de Toulouse. C'est super important. Je crois Carrément. que ça fait partie d'un élément indispensable. Aujourd'hui, s'il n'y a pas cette... dans la recette, ça fait partie d'un ingrédient majeur. C'est un confort au quotidien. Confort, emplacement, accessibilité. Pas de bouchons, si possible, le moins possible. Ça, c'est la première chose. Et après, le vrai élément déclencheur, c'est que une des collaboratrices qui s'appelle Marie a été diplômée d'expertise comptable et elle s'est associée. Alors là, ça a été avec du coup la création quasiment concomitamment de l'antenne de l'établissement à Carcassonne. Et là, ça a été une vraie explosion. On a été obligé de se structurer avec une définition des rôles de chacun. Mais pour quelle raison, du coup, ce moment-là, ça a été un élément déclencheur? Voilà, j'ai l'impression que c'est un espèce de petit passage aussi différent dans l'histoire d'avant. Et cette histoire que vous avez créée maintenant, j'ai l'impression que c'est 2 cabinets différents. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a impulsé quelque chose qui a créé la synergie entre vous? Je pense que ça m'a permis peut-être de me concentrer. Elle m'a laissé le champ libre. Marie, elle travaille d'une capacité de travail énorme, une rapidité énorme, ce que je n'ai pas. En revanche, j'avais la volonté vraiment de faire évoluer le cabinet. Donc, je me suis concentré, moi, sur cette partie-là. Hyper clair. Et ça m'a permis de constituer un pôle juridique, de constituer on a un peu verticalisé en fait, et là aujourd'hui c'est encore plus prenant, mais je pense qu'il y a eu une tendance à dire il faut un management horizontal et ça s'est inversé petit à petit. Là aujourd'hui on a reverticalisé avec des experts comptables, des chefs de mission, des assistants comptables, et ça facilite en fait le dialogue, ça facilite du coup l'écoute. On en parlera peut-être aussi un peu plus juste après, et c'est super important de pas avec un management trop horizontal. Le risque, c'est qu'il y a trop d'informations croisées
tout le monde, en fait, on ne sait plus où on en est. Ouais, je vois. Et il y a des demandes. On demande à faire un travail à un assistant, alors que le chef de mission a dit l'inverse juste avant. C'est plus possible. Ouais. Carrément. Là, ce que tu pointes du doigt, c'est intéressant. En fait, elle t'a aidé à sortir de l'opérationnel et elle a pris ce sujet peut-être plus à bras-le-corps qui te permet à toi de plus finalement exécuter tes idées ou les mettre en place parce que peut-être qu'elles restent en arrière-plan, mais comme tu es bloqué avec tes clients, tes dossiers et tes trucs, du coup, tu peux pas, elle peut pas sortir de ta tête, ça peut pas sortir de terre. Est-ce que c'est un peu ça, comme ça s'est passé ou pas? Oui. Et ça s'est passé effectivement comme ça. Je saurais pas dire. Bah, après, c'est quand même très Ouais. progressif, donc c'est un peu compliqué de Ouais, bien sûr, bien donner sûr. les actions, à quel moment il s'est passé ça, etc. Mais ça s'est fait très naturellement. Je sais pas si tu as, Clara, finalement, toi qui a du recul, Ah ouais. est-ce que j'aimerais que tu peux voilà, éventuellement peut-être me dire ce que tu en penses avec un œil très extérieur, finalement. Ouais, c'est Par ouais, rapport à quand tu es arrivé, c'était déjà fait. Ouais. J'ai vu que c'était en train de se mettre en place au cabinet et que on était vraiment dans la phase de transition quand je suis arrivée. Mhm. Mais c'est vrai de savoir à qui s'adresser au sein du cabinet, c'est plus confortable. Qui gère quel dossier, qui s'occupe de quoi en fait au Ouais. final. Ça permet, comme disait Vincent, de ne pas avoir une multitude d'informations et savoir quoi et qui prioriser en fait dans les tâches. Alors, j'ai une question qui est hyper intéressante, enfin, qui est hyper intéressante pour moi. Elle est peut-être pas intéressante pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, elle est intéressante. C'est que souvent, quand on a des associations au sein d'un cabinet, il y a plusieurs dirigeants ou plusieurs fondateurs, eh bien, il y a des personnalités qui sont différentes aussi. Toi, avec ton regard extérieur, ce serait quoi comment tu visualiserais, toi, la complémentarité entre Vincent et Marie ou alors peut-être leur personnalité, je sais pas, pour aussi apporter un peu de contexte, tu vois. Alors Marie, elle est pas sur le même site que nous, donc je la Ah connais oui, beaucoup d'accord. moins que, Ah oui, ok. Ok, que ouais, je vois. Vincent. Ok. Alors, avant 2020, elle était quand même très présente parce Ouais. qu'elle vivait sur Toulouse. On a vraiment construit, c'est aussi un choix personnel. Clairement, elle a fait sa vie à Carcassonne. Ah oui. Donc, avec un enfant, donc Ah, on a ouais, non, construit. tu m'étonnes. On a vraiment construit. En fait, c'était soit elle partait, soit on créait un cabinet à Carcassonne de zéro. Mm. Et c'est ce qu'on a créé de zéro avec Marie. Mais elle a aidé énormément. En fait, de redémarrer à zéro une antenne, ça permet, on est obligé de se structurer. Ah bah tu m'étonnes. Ça a apporté beaucoup. Après, il y a également un autre collaborateur qui s'appelle Pierre, qui était des investissements sans faille. Et qui également, on a associé fin 2020. Ah, trop. Et il a permis à récupérer vraiment. Alors, il gère aujourd'hui les plus gros cabinets, les plus gros clients que je gérais. Ok. Et il m'a permis également de pouvoir encore me soulager un peu plus. Et je pense qu'un jour, peut-être qu'il va se redécider à passer le deck pour être expert comptable. Mais c'est vrai que il fallait vraiment qu'il soit associé, le récompenser vraiment. Je pense que c'est vraiment c'était super important pour Marie et moi parce que de montrer à Pierre, mais aussi également à l'équipe que c'était pas incompatible au fait de pas être expert comptable. Ah bah justement, alors là, c'est le masterclass là que tu m'envoies. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en fait, il y a cette possibilité au sein du cabinet de se dire, bah, t'es pas obligé d'aller au deck, mais en tout cas, ce serait quoi la clé de lecture justement pour être associé ou alors qui permettrait de dire à une personne, bah voilà, ça peut avoir de la valeur pour créer la synergie justement. Ou alors, ça a été quoi la thèse justement pour que lui il puisse passer associé? Investissement. Ouais, je pense que c'est l'investissement humain, technique, sa capacité à avoir une relation client dans le service. En fait, Ouais. il est. Enfin, je pense qu'il a été vraiment fermé au cabinet parce qu'il a fait son stage Oui, au d'accord. tout début chez IFN. Mais ça matché directement. En fait, on est exactement pareil, on raisonne pareil. Au Ouais, c'est niveau fluide. humain, Ouais. au niveau relation, Mm. au niveau réactivité. Vraiment, il est complètement dans l'ADN et la culture d'entreprise telle qu'on la souhaite aujourd'hui chez IFN, quoi. Et puis il accompagne aussi. J'ai eu quelques dossiers avec Pierre et puis on a pu les voir ensemble pour qu'il me donne aussi son analyse, son point de vue sur les dossiers. Ouais. Et puis ce qui aide aussi à s'améliorer sur chacun des dossiers qu'on peut voir. Trop bien. Et pas que. C'est-à-dire qu'il y a les dossiers clients,
mais c'est quoi finalement, c'est quoi le rôle de chacun? Mm. C'est pas forcément de gérer comme portefeuille. C'est ce qui t'intéresse aujourd'hui aussi, Clara, au sein du cabinet, c'est que tu vas pas, aujourd'hui, tu n'as pas qu'une perspective de gérer un portefeuille, on a envie d'aller plus loin sur d'autres domaines. Et pour Pierre, c'était le cas. Pierre, il y a un problème de rideau électrique le matin, il va appeler. Ouais, direct, mais, quoi. je veux dire, voilà, il peut à la fois gérer des problèmes informatiques et gérer de la vie de tous les jours, mais c'est bête, très investi dans le cabinet, au-delà du simple, du simple des problématiques clients. Ouais. Je faisais un podcast avec une chercheuse en management et leadership. Et franchement, cette phrase, elle m'a vraiment marqué. Et elle disait, on recrute sur les hard skills et on licencie sur les soft skills. Et puis après, cette phrase, elle a vraiment résonné chez moi. Et j'ai commencé à regarder. Alors attends, c'est quoi vraiment la somme totale des soft skills qu'il peut y avoir? Alors, donc j'ai commencé à regarder. Et puis tu vois, ceux qui résolvent des problèmes, et ben ça, c'est un soft skills hyper puissant. Parce que tu vois, typiquement, ça casse la tête à tout le monde que le rideau il soit cassé. Mais tant qu'il n'y en a pas un qui va aller prendre le téléphone pour le réparer, mais du coup, celui qui exécute et qui kill ce problème, du coup, ça facilite tout le monde. Et je trouvais que c'était intéressant cette partie. Enfin, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais en tout cas, ça fait écho avec cette personne. Maintenant, j'aimerais, parce que là, vous m'avez donné un peu de matière. Qu'est-ce qui ferait? Tu as employé le mot, tu as dit, on a la volonté de vouloir la faire toucher sur d'autres sujets que le scope que Clara est en train de toucher aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui permettrait justement de passer à une étape suivante? Est-ce que c'est plus d'expérience? Est-ce que c'est plus d'apprentissage, plus de technique, plus de formation, plus d'envie, plus de quoi qui lui permettrait justement de passer à une étape un peu plus haute? Elle est pas simple cette question. Je pense qu'il y a beaucoup d'implications. Montrer qu'on a envie et qu'on veut, enfin, peu importe le niveau qu'on a à l'origine, si on est motivé, si on a envie d'apprendre, si on a envie d'évoluer. Après, c'est de la discussion après avec Vincent, avec l'équipe. Et toi, alors, du coup, tu es rentrée assistante comptable et aujourd'hui, tu es collaboratrice. Donc, c'était quoi ton scope au moment où tu es rentrée il y a 1 an et aujourd'hui? Comme ça, on puisse comprendre aussi l'évolution. Il y a 1 an, j'avais vraiment pour objectif d'être formée pour devenir collaboratrice comptable. Ok. C'était vraiment l'objectif. Enfin, c'était ce que je mettais en avant lors des entretiens. Et puis, fin de période fiscale, l'objectif est atteint. Et un petit peu l'envie d'avoir un nouvel objectif pour se motiver. Et donc, reprendre les études derrière. Pour après se performer au sein du cabinet, apporter une plus-value aux clients, apporter un petit peu plus toujours. Ok. Et puis se conforter aussi soi-même dans son apprentissage. Et dans la partie opérationnelle, ça ressemble à quoi tes 3 premiers mois? Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi les tâches pour qu'on puisse aussi comprendre quel est aussi ton quotidien, tu vois? Les 3 premiers mois, donc au début, ça a été l'apprentissage des nouveaux logiciels, la mise en place, découvrir le nouveau portefeuille. Donc au début, il y a eu de la saisie et j'étais formée sur les tâches qu'un collaborateur peut effectuer. Donc l'établissement de l'IAS, d'Elias. Ça vraiment, c'était sur des tout petits dossiers au début pour vraiment que je comprenne la mécanique, comment tout fonctionnait sur le logiciel. Et au fur et à mesure, passer sur des plus gros dossiers, sur un petit peu plus de dossiers. Donc ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Ce qui fait que, au final, il n'y a pas vraiment eu une grosse transition entre le moment où j'ai été... on m'a dit que l'objectif était atteint et aujourd'hui. Si ce n'est que là, je suis autonome sur mon portefeuille, alors qu'avant, j'étais en équipe avec la personne qui me formait. Ok. Alors, tu es arrivé, Clara, tu avais pour mission, donc du coup, tu étais assistante comptable parce que tu aidais une chef de mission, donc tu faisais de la tenue de compte et c'est tout. Les déclarations de TVA, tu n'étais pas autonome. Donc, ça a commencé par les déclarations de TVA. Ensuite, elle t'a montré, du coup, ta chef de mission sur la révision des comptes. C'est ça. Ensuite, sur l'Elias fiscal et sur tout ce qui est déclaratif.
Donc finalement, au début, tu as commencé à faire quelques dossiers en autonomie avec elle, avec son aide, sur comme tu dis, des dossiers petits simples. oui. Et à l'arrivée, tu es arrivé avec, aujourd'hui, dès lors que tu as montré tes preuves sur les petits dossiers, tu as traité de dossiers les plus gros à un accompagnement. Et aujourd'hui, on t'a lâché, tu es seul et tu gères tout de A à Z. Donc, en fait, entre le moment où tu es arrivé, où tu faisais que de la tenue et les déclarations de TVA, pas en Ouais. autonomie, et aujourd'hui où tu vas jusqu'au bout, et en fait, quand je supervise tes dossiers, ils sont parfaits, il n'y a rien à dire, il y a quand même une évolution énorme, Mm. énorme. C'est vrai que quand on est dedans, on se rend pas compte de Non. l'évolution. Ouais, tu Vraiment. vois, là pour moi, le feedback, il est incroyable, tu vois. Ça veut dire que, en fait, par rapport à l'explication que tu viens de m'en faire là à l'instant, et puis le contrebalancement, tu dis quand même, il y a certaines étapes qui fait qu'en fait, ça grossit le champ et le scope de réalisation, en fait, en réalité. Et c'est vrai que faire une liasse fiscale en autonomie, c'est pas rien, c'est pas donné à tout le monde quand même. Même si en cabinet, bah, c'est un peu le but du travail, mais on pourrait siloter, quoi. Mm. Tenue, TVA, et puis le reste, vas-y, c'est pas encore toi, tu vois. Et c'est bien d'avoir aussi jalonné ces éléments. Est-ce qu'il y a des plans, justement, quand vous onboardez des collaborateurs, comment ça se passe, en fait, leur transition? Voilà. Est-ce que c'est comme ça, on donne une petite partie, et puis après, on fait grossir, pour qu'on puisse aussi un peu visualiser? Peut-être après, il y a certains niveaux de profil aussi que vous recrutez qui sont un peu différents, peut-être des profils plus juniors et plus seniors. Tu pourrais nous en expliquer un peu? Alors oui, effectivement, là, dans le cas de toi, Clara, c'est vrai que il y a une volonté aussi d'aller très vite, hein, de progresser très vite. Donc forcément, quand on a la même objectif, c'est démultiplié. Il y a une synergie. Oui. Lorsqu'on recrute un candidat, il y a une période de formation, donc par une chef de mission qui est vraiment dédiée à l'accompagnement des nouveaux collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est en train de le faire évoluer encore, on fait des tutos, enfin voilà, on a fait vraiment un vrai programme de formation sur une semaine Ok. avec voilà, découverte de logiciels, ensuite cas pratique, on reprend la main, on reforme. Voilà, ça c'est sur un parcours quasiment sur une semaine. Présentation des dossiers, présentation du cabinet, présentation des outils. Voilà, c'est vraiment très 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 ouais, il y a vraiment un vrai process. Et du coup, en fait, il n'y a pas, contrairement à autrefois où c'était un petit peu un freestyle où, en gros, tu arrivais, ben voilà ton portefeuille, voilà les outils, il y a une formation qui est prévue dans 3 mois sur tel logiciel. Non, là, il y a un vrai accompagnement et donc, du coup, il y a une vraie, je pense qu'il y a une vraie accroche entre tous et il y a une implication qui est de suite là. C'est vraiment été agréable le premier jour où je suis arrivée. Bon, c'est un jour qui est intensif, mais il y a vraiment une personne qui nous présente le cabinet, nous présente les outils, comment les outils sont reliés ensemble, entre eux. Et c'est vraiment agréable parce que ça nous met dans le bain. Ouais. Et on n'est pas perdu en fait dès qu'on commence à manipuler. On a notre petit fascicule auquel on peut facilement se référer les premiers mois. Et puis ça évite de solliciter aussi tout le monde au début parce qu'on est perdu. Donc c'est vraiment un accompagnement initial qui a été réconfortant. D'ailleurs, ça me permet immédiatement de venir sur ce sujet. Pour quelle raison tu as postulé dans le cabinet IFEN? C'est quoi qui t'a amené ici? J'ai pas postulé. Ah, J'ai mis mon annonce sur LinkedIn. ok. En fait, je changeais de ville, donc je connaissais pas du tout. J'avais pas vraiment en tête des cabinets sur Toulouse. Donc j'ai vraiment mis mon annonce sur LinkedIn et puis je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Et au pire, T'as mis ton j'irai annonce, t'as fait un postuler. post LinkedIn, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. J'ai mis mon CV, j'ai mis ce que je recherchais et puis j'ai été contactée par plusieurs cabinets, beaucoup de cabinets. Et donc j'ai fait les entretiens après au fur et à mesure en appuyant sur mes objectifs. Et puis et donc voilà, après ça a été au feeling lors des entretiens, comment ça s'était passé, comment j'avais ressenti. Alors, du coup, c'était quoi l'entretien avec IFEN? À quoi ça ressemblait? Et qu'est-ce qui t'a fait finalement pencher la balance pour ce cabinet plutôt qu'un autre? Vraiment, ce qui a fait déterminer, c'est que j'ai vraiment vu qu'ils allaient mettre en place concrètement de la formation et qu'il y avait vraiment un accompagnement. Et ça a été réalisé.
Donc ils me l'ont bien vendu et derrière, ça a été concret. Ah, alors ça, c'est important. Ça, c'est hyper important. Euh, Déjà, un truc que tu montres et que tu pointes du doigt, c'est que toi, tu dis j'avais un objectif. Et donc, c'est très important quand on cherche une nouvelle opportunité de se fixer un objectif, que l'endroit dans lequel on va aller, il puisse nourrir notre propre objectif. Donc, c'est pas de se dire, bah tiens, bon, le salaire, tout ça, c'est important, les conditions de travail, tout ça, c'est important, mais est-ce que l'endroit dans lequel je vais aller, il va nourrir mon besoin intrinsèque? Donc ça, c'est bien de pouvoir l'avoir identifié. Et il y a aussi certains cabinets qui veulent mettre des choses en place, mais qui ne le disent pas. Là, par exemple, vous avez la volonté de mettre en place de la formation. Mais c'est peut-être pas comme aujourd'hui. J'imagine que ça a évolué depuis. Et toi, tu dis, ça s'est réalisé. Alors justement, qu'est-ce que toi, tu as découvert au niveau de la formation au début? Et qu'est-ce qui se fait maintenant pour les nouveaux arrivants, par exemple? Si tu le sais, hein, je sais pas. Hein, ou alors peut-être tu pourrais, Vincent, toi, en parler. Bah, justement, je pense que je suis arrivée, comme tout à l'heure, je suis arrivée dans une phase où ça commençait à se développer. Ouais, Et ok. aujourd'hui, ça se développe bien, les bases commencent à être solides. Donc la formation des nouveaux arrivants, elle est toujours présente. Et comme disait Vincent, elle se développe pour accompagner plus les nouveaux collaborateurs. Et donc c'est toujours ce développement, chercher à satisfaire, à fidéliser justement les clients et les collaborateurs dès leur arrivée pour qu'ils se plaisent et qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils ne soient pas toujours dans la réflexion de quand est-ce que je dois relancer. Et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges, en tout cas, avec la personne qui allait t'encadrer, Oui, du coup, c'est ça. sur justement les... c'est important quand même de valider ça. En tout cas, aujourd'hui, Ouais, bien sûr. c'est vrai que systématiquement, il y a le collaborateur qui travaillera, avec la personne donc, qui est Ouais, recrutée, carrément. qui participe à l'entretien. C'est important de pas être seul, ou même avec mes associés, mais d'être seul comme ça et d'être décorrélé des attentes de chacun. Ouais, Parce que c'était vraiment son objectif aussi, à elle, de pouvoir former quelqu'un. Elle a vraiment la fibre de la formation. Donc, et puis ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est au cabinet, donc elle avait aussi envie de se perfectionner dans d'autres missions. Et, Mais son objectif, c'était de former. Former Ouais. parce que elle voulait se dégager du temps, ou alors c'est parce que c'était aussi un besoin pour elle de transmettre. C'était quoi ça, son objectif à elle de ce point de vue-là? C'était Tu vois? vraiment les deux. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui voulait éviter de faire de la saisie pour se consacrer à des tâches plus de conseil au fur et à mesure, parce que les clients, elle les connaît très bien à force. Et puis aussi parce qu'elle adore former, elle adore transmettre ce qu'elle a appris. Donc ça a vraiment été un objectif commun, un objectif d'équipe en fait au final. Et ce qui est d'autant plus motivant quand on a quelqu'un, quand on est plusieurs à aller dans la même direction, ça motive. Quand, Vincent, quand vous ouvrez un poste, comment vous y prenez pour recruter? C'est quoi à la fois votre manière de faire pour aller chercher des candidats, pour les attirer, mais aussi votre process de recrutement, à quoi ça ressemble? Et sur quelle grille de lecture vous évaluez le candidat pour se dire, lui, il est bon pour notre cabinet ou pas? Et nous aussi, est-ce qu'on est bon, nous, pour lui ou pas? Plusieurs questions en même temps, hein, désolé. Hein. Non. C'est un peu ma recette. Je pense qu'avant, il y a eu vraiment 2 phases, un peu avant le Covid et après Covid. Avant le Covid, c'était, dont on a parlé, on prenait des stagiaires. À la fin, en fait, on l'avait formé. Ce stagiaire-là, ça marchait bien, donc Ouais, je vois. on l'embauchait en suivant. Après le Covid, déjà, il y avait moins de stagiaires. Tout le monde s'arrachait, tout le monde, les candidats. Donc, on est passé par 100% des cabinets de recrutement. Et c'est là où ça se complique un petit peu, parce que on passe en fonction du cabinet de recrutement par qui on passe, il n'y a pas forcément une sélection à la base, des tests qui sont faits par le cabinet. Donc on a eu clairement, on a été mis en difficulté parce que on avait un entretien des personnes qui étaient qui correspondaient complètement au poste, et d'autres qui ne Hors correspondaient sujet, quoi. pas du tout, ou c'était juste de la mise en relation, mais sans... donc, je pense qu'on s'est trompé sur quelques recrutements, où finalement, on pensait que c'était la personne...
la personne idéale parce qu'il y avait eu cet entretien et que le process de sélection par le cabinet était fait, alors que pas du tout. Donc là, ces derniers temps, il y a quand même une réflexion qui est on prend le temps de faire 2 ou 3 entretiens, alors qu'avant, c'était presque qu'un entretien. On met en place aussi des tests quand on n'a pas des tests concrets fournis par le cabinet de recrutement. On a mis en place, on fait des tests, ce qui nous a permis en fait d'être rassurés et de pas s'engager dans une voie un peu bancale où on a des doutes. Et puis, il faut que humainement ça passe. Alors qu'il y a eu un peu de pression, je pense, pendant un certain moment, où on se disait il faut à tout prix dire oui. Le candidat dit oui, on dit oui. Mais non, en fait, quand humainement on sent pas le truc, il faut pas y aller. Et ça, c'est complètement subjectif. Ouais, c'est clair. Il y a aucun élément concret, sauf à faire des tests psychologiques. Et encore, je sais même pas. Voilà, donc il y a un peu plus de... on prend plus le temps de recruter et avec un process de sélection un peu plus long. Avec la rétrospective, alors de toute façon, je pense que les erreurs de recrutement, ça arrive tout le temps. Dans 100% des cas, il y aura forcément un problème à un moment donné. Avec le recul, quelles sont les erreurs que tu ne referais plus aujourd'hui, justement, pour limiter les erreurs de recrutement? Tu vois, qu'est-ce que tu dis? Ah bah ça, tu vois, en fait, c'est toujours comme ça, et dès que ça marche pas, ça, il faut qu'on écoute ce point-là. Et des tests, quand il y a le moindre doute, il faut pas hésiter à faire passer des tests. Ouais. Et que, en termes de personnes, que ça colle à la culture d'entreprise. Il faut pas se forcer à dire oui parce que voilà, les choses sont... On est en galère, il nous manque quelqu'un, ça, tu vois. ça, c'est la pire des erreurs, je crois. Après, le feeling au moment de l'entretien, comment la personne elle va ressentir sa Toi, tu motivation. l'as senti comment, la culture d'entreprise en entretien? Parce que c'est là aussi important, c'est que souvent c'est une convergence entre deux points. Si tu dis que toi, t'aimes la responsabilité et que toi, la culture d'entreprise, c'est la responsabilité, comment toi tu verbalises ou matérialises la responsabilité inversement? Et si on sent que ça s'accorde, déjà, il y a un point qui est cool. Comment tu la percevais et comment tu la sens, la culture d'entreprise chez IFEN Expertise? J'avais pas beaucoup d'attentes au niveau de la culture d'entreprise. Je pense que la cohésion d'équipe, avoir une bonne entente entre les collaborateurs. Après, ça se sent sur le moment. On peut pas savoir au moment de l'entretien Ouais, bien sûr. comment ça va se passer. Mais de savoir que l'équipe, déjà, elle est dynamique, d'avoir un peu les tranches d'âge, ça aide un peu sur la perception. Ouais, bien sûr. Et puis sur derrière la culture de l'entreprise, les valeurs qu'elle peut transmettre. Et toi, selon toi, les valeurs aujourd'hui, c'est quoi, selon ton propre prisme? C'est pas une question très facile, hein, parce que les valeurs, souvent, on dit, je sais pas trop, mais je sais pas, il y a peut-être certainement des éléments où tu sais que si tu avais une caractéristique dans la manière d'être du cabinet, que tu pourrais dire, ça, si, nous, on est comme ça, tu vois, ce serait quoi? On est, je sais pas moi, sur la satisfaction client, on est sur l'autonomie, la responsabilisation, on est sur l'accompagnement, je dirais, du client. Parce qu'il y a beaucoup de... il y a un partenariat avec un cabinet de prévoyance pour accompagner le client. Il y a vraiment le pôle juridique qui accompagne énormément. Et je dirais plutôt l'accompagnement du client. Ok, hyper clair. Pour répondre à ses besoins. Ouais. Moi, je vous rajouterais peut-être en termes de culture d'entreprise, on a beaucoup travaillé à la cohésion d'équipe. Oui, parce que ça, c'est le mot que tu as employé aussi, juste avant. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a une dimension humaine de service, c'est clair, qui est peut-être, d'ailleurs, c'est dans le mauvais sens. Je pense que ça a commencé comme ça, au sein du cabinet, et on a vraiment, ensuite, on s'est vraiment posé la question de savoir, mais l'équipe, elle est comment? Ouais, et donc, du coup, il y a depuis 4-5 ans, 6 ans, il y a des événements, il y a des sorties cabinet, il y a des séminaires. On passe du temps ensemble hors travail. Et ça a permis, en fait, finalement, il y a vraiment
il y a une vraie entraide au sein du cabinet. Exactement. Il n'y a personne qui va se retrouver en galère, isolé. Ça n'arrive jamais, je pense. Et dès que quelqu'un est affecté par quoi que ce soit, ça peut être personnel ou pro, on va venir encadrer, épauler. Et ça, c'est super important, je trouve, aujourd'hui, d'avoir cette ambiance-là. Ouais, totalement. Je vois quand il y a des petites problématiques, tout le monde sait répondre présent pour aider chacun à résoudre son problème, à prendre un petit peu de son temps pour aider. Au lieu de passer 3 heures à bloquer. Bah, tu vois, c'est assez marrant, hein, parce que bah là, moi, j'apporterai ma propre lecture de ça, tu vois, de la cohésion. Alors, en fait, quand tu as employé le mot cohésion juste avant, dans ma tête, je me suis dit, la cohésion, ça fait partie des valeurs du cabinet, tu vois. Mais du coup, j'ai aussi cette rétrospective en arrière où, avec les quelques éléments préparatifs du podcast, où tu vois qu'il y a Julie qui intervient, il y a Emma qui intervient, il y a toi Vincent, etc., où il y a plusieurs personnes qui interagissent, ça se sent en fait. Donc, tu vois. Et donc ça c'est typiquement un des éléments de la culture. Et en fait, ça m'étonne pas. Et donc bah, le matérialiser sur le fait que bah, si on va pas en laisser un copain ou une copine sur le côté, et on va l'embarquer dans le bateau. Ok, je vois bien. Donc forcément, si toi en entretien, t'as un mec ou une nana qui se la joue perso, ça va pas le faire, quoi. Non. On est d'accord. Ok, je vois. Hyper clair. Vous faites 2 ou 3 entretiens. Si on dit qu'il y a 2 entretiens, les 2 entretiens, c'est sur quoi? C'est qui voit? Est-ce que c'est 2 regards différents? Est-ce que c'est la même personne qui évalue le candidat d'une manière différente? Pour qu'on puisse aussi un peu comprendre. Il y a forcément une personne qui assistera aux 2. Et après, Ok. effectivement, on peut avoir alors les mêmes, on peut être 2 à recevoir et 2 les mêmes, le premier sur le deuxième, ou on peut effectivement switcher, mettre d'autres personnes. Ça va dépendre en fait du ressenti du premier entretien et de ce qu'on trouve important d'aborder sur le deuxième entretien aussi. On est vraiment, là pour le coup, on n'a pas quelque chose d'arrêté, un process arrêté. On essaie de s'adapter en fonction des personnes qu'on recrute. Est-ce que c'est un juriste? Est-ce que c'est un gestionnaire de paie? Il n'y a pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes approches. Et sur le ressenti, c'est quoi? C'est est-ce que par exemple il y a un candidat qui vous a donné quelque chose, mais là tu n'as pas réussi à le juger, et donc sur l'entretien numéro 2, tu vas essayer encore d'aller le creuser un peu plus sur ce point-là, ou alors c'est parce que tu as des choses que tu n'as pas réussi à aborder, que tu abordes dans un autre entretien. C'est quoi en fait la logique de l'entretien 1 et 2, tu vois? Alors déjà, je pense que c'est intéressant de pouvoir se laisser déjà un délai de réflexion, parce que la première fois, en découvrant, on n'a pas du tout je dirais la réactivité en termes de, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a Ouais, c'est il y a clair. beaucoup de sensations qui vont venir neutraliser certaines questions voilà. Donc le deuxième entretien, il est toujours beaucoup plus décontracté, tout le monde est beaucoup plus à l'aise. Ouais. Et ça permet vraiment que le candidat déjà pose des vraies questions. Et c'est souvent beaucoup plus pertinent sur le deuxième entretien. Et de notre côté, nous, on a pris le temps aussi, peut-être parce qu'on a reçu aussi d'autres candidats entre-temps, donc on peut faire des comparaisons. Et donc ça permet en fait de poser des questions aussi de notre côté plus pertinentes, et puis d'aller vraiment creuser sur les points, effectivement, soit les côtés à la fois positifs et négatifs. On a peut-être détecté quelques faiblesses, on va les creuser, ou au contraire des points forts qu'on veut mettre en valeur pour savoir comment on va pouvoir faire évoluer cette personne-là. Et sur la partie test technique, est-ce que toi t'en avais fait un ou pas? Non. Et les tests techniques, est-ce que vous utilisez des outils? Comment vous les faites? Est-ce que c'est des tests comme ça en Non, one-to-one? c'est vraiment des questions-réponses. Parfois, c'est carrément sur le logiciel en lui-même. Ah ouais, ok. Ça va dépendre un petit peu. Sur un recrutement, là, on avait fait, c'était faire un prévisionnel. Voilà, donc c'était vraiment... Ok. ça va dépendre en fonction de ce qu'on entend lors de l'entretien. Ouais, je vois. Il y a pas un truc... Parce qu'en fait, le danger d'avoir quelque chose un modèle, ça colle pas du tout, en fait, soit au projet que l'on a, Ouais, carrément. soit à la personne qui est en face de nous. Ça dépend du niveau de la personne, je pense aussi.
des attentes de la personne au sein du cabinet. Oui. Ok. Hyper intéressant. Toi, qu'est-ce que tu attends d'une personne qui va rejoindre le cabinet? Alors, 2 questions, Vincent. La première question, c'est quelle est ta grille de lecture pour te dire que cette fille ou ce gars, il est pour le cabinet? Toi, tu vas évaluer les gens sur quoi? Ou ça, toi, tu es sensible à ça? Peut-être que Marie est sensible à autre chose. J'imagine que oui. Bah déjà, c'est ça la question. Ma deuxième, je l'ai oubliée, donc elle reviendra. C'est vraiment l'attitude. Déjà, c'est le sourire. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec les candidats qui sont vraiment complètement rigides. D'ailleurs, ça s'est concrétisé il n'y a pas très longtemps. Sur un des derniers entretiens, il n'y avait jamais de sourire, etc. Et donc, à chaque fois que je demandais si le candidat était intéressé par le poste, c'était oui, 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 mais je ne voyais jamais aucun sourire. Ah oui, Bon. donc le paraverbal, il dit complètement Ouais, c'est ça. l'inverse, Et quoi, bon, tu vois. ça c'est, voilà, on a décidé de pas forcément aller plus loin. Et en fait, je sentais bien que c'était pas ça son projet. Ouais, je vois. Voilà. Donc déjà, c'est l'attitude physique. Ok. Deuxième chose, évidemment, c'est de pouvoir comprendre quel est le projet. Hmm. Ça fait partie aussi, enfin, il y a des choses que je souhaitais aussi aborder par rapport à ça, mais il faut que le projet soit, c'est exactement ce qui s'est passé avec Ouais. Clara, il faut que le projet soit, qu'on soit aligné. Réalisable. Si c'est faire de la saisie comptable, etc., bon, on sait très bien que dans 3 ans, les cartes vont être redistribuées, c'est dangereux. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait une vraie envie d'évolution, de curiosité. Et quand j'ai un candidat qui me dit, pour moi, c'est super important, la cohésion d'équipe, etc., ben, moi, je me dis, bon, mais on va pouvoir répondre aussi à l'attente. Il y a aussi il y a l'objectif, il y a les besoins sur le moment. C'est quelles sont les attentes. Donc, pour toi, Clara, c'était d'être formée, de pouvoir évoluer de poste. Pour d'autres, ça va être, c'est ce qui s'est passé là, il n'y a pas très longtemps sur une gestion d'ADP. C'était super important, c'était la cohésion. C'était Ouais, je que vois. ça. Ouais, je Elle vois. avait souffert dans un ancien cabinet. Ok. Et s'il n'y avait pas ça, c'était pas possible. Donc, je pense qu'il faut pas se mentir, il faut être vrai. Et il faut essayer de pas surenchérir, de pas trop vendre du rêve. Parce qu'en fait, c'est au contraire, il vaut mieux que ça soit que des bonnes surprises que Ouais. que l'inverse. Voilà, donc, c'est vraiment sur ces éléments-là sur lesquels je suis attentif. Ok, hyper clair. Et comment tu vas aussi évaluer, toi, en tant que dirigeant, manager, la performance aussi et la bonne attitude de tes équipes? Toi, tu es sensible à quoi? Donc là, on n'est pas sur forcément un recrutement. Non, là, on n'est pas sûr. Oui, c'est dans la vraie vie. Parce que je Mm. poserais aussi la question à Clara. Toi, c'est quoi tes attentes aussi? Et comment toi, tu vas évaluer aussi ton employeur pour qu'on puisse aussi créer cette cohérence, pour qu'on comprenne aussi les attentes de chacun, pour essayer de voir comment aussi on arrive à converger et faire qu'une relation de travail elle puisse être bonne, tu vois, dans le temps. Je pense que c'est le suivi. C'est-à-dire que j'ai pu, dans le passé, et ça, c'est un élément qui déclenche du turnover, clairement. Ou au contraire, qui fidélise. On peut avoir dans les deux sens. Mais c'est vrai que le fait de ne pas suivre hebdomadairement, chaque semaine, un collaborateur, c'est le laisser livrer à lui-même. C'est ne pas pouvoir percevoir son évolution. C'est le fait de ne pas pouvoir l'aider dans ses difficultés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt récent, mais il y avait déjà des réunions régulières, mensuelles ou tous les 2 fois par mois pour vraiment faire réunion de cabinet, donc sur les nouveautés, sur la vie du cabinet, mais c'était pas suffisant. Et donc là, on allait un peu plus loin avec systématiquement, toutes les semaines, il y a un petit entretien, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 1 heure en fonction des besoins. Mais donc ce relais, je ne suis pas seul, il y a Pierre qui est associé, Xavier qui est expert comptable aussi, qui nous a rejoint il y a 1 an, et qui anime sur Toulouse. Marie fait la même chose sur Carcassonne. Donc ces petits entretiens pour être à l'écoute et du coup bien vérifier que ce qui est planifié est bien fait, ce qui est voilà, donc il y a plusieurs choses qui sont recoupées pour voir vraiment que tout se passe bien du côté du collaborateur. Alors je sais pas. Et comment tu le vis, toi, du coup, Moi, je suis ces échanges? d'accord. Les suivis hebdomadaires, je trouve que c'est très important. On en parlait.
c'est vraiment, ça nous conforte, nous, enfin, moi qui suis une nouvelle collaboratrice, permet d'avoir un accompagnement sur le portefeuille, de savoir que voilà, on va dans la bonne direction ensemble et puis et qu'on est sûr de nous. Donc voilà, et aussi, ça permet aussi qu'il soit à l'écoute plus facilement. Si par exemple, quand j'ai eu le projet de reprendre mes études à titre personnel, il y a eu des aménagements, enfin, il fallait que j'aménage un peu mes horaires. Donc on a pu discuter ensemble et puis ils ont été à l'écoute, on a trouvé des solutions ensemble et ça a vraiment favorisé l'accompagnement en général. Hyper clair. Clara, toi, qu'est-ce que tu attends d'un employeur ou de ton manager? C'est quoi tes attentes personnelles, justement, de l'entreprise dans laquelle tu travailles? Là, justement, on est en plein dedans, dans le suivi, dans la formation, dans l'accompagnement. C'est vraiment les points clés pour moi. Je sais qu'il y en a qui voudront plus être en autonomie. Après, au cabinet, il y en a qui sont plus en autonomie, pas forcément accompagnés comme moi je peux le demander parfois. Donc, dans un premier temps, c'est ces points clés-là au niveau professionnel. Et après, bien évidemment, ça va être un peu le confort dans l'entreprise. Donc, le confort, une bonne entente avec les collègues. Et puis, que le cabinet, il arrive à répondre quand on a des besoins personnels ou autres. Et justement, quand tu as fait mention de ce désir de faire ton master CCA et parfois tu aurais peut-être besoin d'aménagement, est-ce que tu avais peur de le demander? Comment ça s'est passé? Parce que des fois, il y a quand même un concept dans le monde du travail, cette sécurité psychologique. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'était simple pour toi? Est-ce que ça s'est fait dans une réunion one-to-one, comme on les appelle, là, par semaine? Raconte-nous un peu, tu vois. Oui, c'était assez simple parce que comme je suis arrivée dans un objectif de formation, de me former, je savais que ça allait toujours du bon côté. Et puis après, on en a discuté. Donc, il y avait Vincent Xavier qui me supervise aussi. Et donc, ça a vraiment été une réflexion commune. Et donc, après, demander les aménagements, ça s'est fait un peu naturellement. C'est une communication, c'est des échanges, savoir comment on pouvait jongler tous ensemble pour qu'on aille dans la même direction. Clairement, c'est ça. C'est que le but, c'est quoi? C'était pas que tout le monde, enfin, que Clara, tu continues de te plaire au sein du cabinet et de pouvoir. On a vraiment vraiment notre motivation pour nous, c'est de pouvoir faire évoluer tout le monde. On veut pas mettre des limites, en fait. Aucune limite. Parce que. Donc effectivement, on a aménagé, ça a été une demande. C'était peut-être que tu avais un peu d'hésitation à demander cet aménagement-là, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été fait vraiment avec plaisir parce qu'on savait que c'était bien pour toi et c'était bien pour le cabinet aussi. Donc il y avait pas de. Alors effectivement, il y a toujours la période de 1 minute de réflexion pour savoir comment on va s'organiser et comment on va. Voilà, est-ce que le volume de dossiers est pas trop important, donc de pouvoir ajuster évidemment les clients. Mais c'est super, en fait, de pouvoir répondre à ça. Puis j'avais plus une philosophie de je tente, puis je vois si ça passe, on en parle. Ce qui a vraiment fait plaisir dans tout ça, c'est que c'était pas forcément l'objectif de reprendre tes études au tout début. Non, pas du tout. Et quand on voit que au bout d'1 an, en fait, tu as rempli le contrat parce que tu as vraiment évolué, tu es devenue assistante à collaboratrice avec une gestion d'autonomie, et qu'en plus, ça te donne la motivation d'en reprendre les études, on dit, bon, là, c'est gagné, quoi. On a rempli doublement le truc parce que tu veux aller plus loin. C'était dans un coin de ma tête, mais jamais, pas pour maintenant. Et ça a renforcé, ça a accéléré un peu le processus, ça a motivé. Tu vois, là, c'est vraiment un message que je veux aussi apporter aux auditeurs, à la fois aux auditeurs cabinet, mais aussi aux auditeurs talents ou personnes qui se posent des questions pour rejoindre une autre aventure. C'est vraiment d'identifier les objectifs de chacun. Parce que si on arrive à répondre aux besoins
de chaque personne, du coup, ça crée de la fluidité. Toi, si ton objectif, c'est de créer de la cohésion, et que toi, ton objectif, c'est de développer tes compétences et de grandir, mais que tout le monde se sente bien, comme tu viens de me le dire juste à l'instant, si on a ce terreau fertile qui fait que c'est ça, là, dans ce cadre-là, voilà la règle du jeu, et quand on comprend les besoins de chaque personne, et qu'on connaît aussi les problématiques de chaque personne, du coup, ça permet de créer des terrains d'entente qui sont beaucoup plus fluides. Et aussi de répondre à des besoins finalement beaucoup plus rapidement et de ne pas avoir peur de poser la question ou de demander. Mais du coup, c'est pour ça aussi que dans le monde du recrutement et dans le monde des ressources humaines, il faut pas... Bon, après, ça c'est ma thèse et c'est moi qui parle comme ça. Il faut pas... il faut montrer carte sur table. Parce que du coup, tu gagneras du temps. Et quand tu rejoindras un cabinet ou que tu ou que tu intégreras une personne chez toi, et bah du coup, tout sera beaucoup plus facile. Et on pourra permettre aux gens d'apprécier le chemin du monde du travail plutôt que, je sais pas, des avantages un peu farfelus quoi, ou un peu futiles. Bref, je m'égare. Vincent, qu'est-ce que vous mettez en place chez IFEN justement pour fidéliser les collaborateurs? J'ai bien compris l'histoire de la formation. Ça marche, en tout cas, ici, tu vois. Séminaire, vous avez des locaux qui sont aussi intéressants. Mais vas-y, raconte-moi, là. Remets-moi un peu dans l'univers de chez IFEN. Là. Alors, je pense qu'il faut aussi être comment dire, lucide. Quand on est expert comptable, et quand on se tourne vers l'expertise comptable parce qu'on aime les maths, on est mal barré. Tu m'étonnes. Et le management et les maths, j'ai l'impression que c'est deux mondes, c'est deux choses complètement séparées. On est d'accord. Et donc, je pense qu'on a eu, alors peut-être qu'on nous a soufflé ça à l'oreille, mais on a fait il y a quelque temps une formation management pour nous aider, moi, Marie, Pierre. C'était nécessaire en fait de prendre du recul, de se dire mais en fait qui on est, c'est quoi notre culture d'entreprise, on est reparti vraiment de la base, c'est qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, et comment on doit s'organiser dans notre travail, dans notre quotidien pour arriver à limiter le turnover, être dans le respect, dans le bien-être, etc. Et que, évidemment, avec ça, on puisse répondre aussi et satisfaire les clients. Parce que finalement, c'est les clients qui en bâtissent ça, du turnover, etc. Carrément. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est déjà une formation. Où on a été formé pour mettre en place des process. Et c'est là où on a vraiment un petit peu reverticalisé. On a enlevé ce côté très plat. Parce que tout le monde se croisait dans tous les sens. Là, aujourd'hui, on respecte vraiment un ordre. Il y a les experts comptables, les chefs de mission et les assistants. On va pas parasiter un chef de mission avec les assistants. Ça viendra qu'au contraire dévaloriser le chef de mission et avec des doubles consignes pour un assistant. Voilà. Donc on a fait un effort là, sur cette organisation-là. Ça, c'est le premier point. Donc un petit peu restructuration, réorganisation. On a également harmonisé nos pratiques, c'est-à-dire que on avait autant. Alors, je crois qu'on a encore des progrès à faire, hein, bien sûr, notamment au niveau finalement vraiment sur de la production plus que sur la partie supervision aujourd'hui. Et pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là? Parce que je pense que dans 2-3 ans, en fait, on va avoir encore à tout remettre à plat. Donc, je me suis pas forcément pressé. Et c'était, je dis je, mais c'est partagé évidemment avec tout le monde. On s'est là pour le coup, on a vraiment harmonisé nos pratiques de supervision, de présentation des comptes, d'intégration des nouveaux clients, pour que il y ait un cadre en fait. Je pense que sans cadre, c'est très compliqué. S'il y a autant de méthodes de supervision que d'experts comptables, ça va être compliqué. Ça perd tout le monde et c'est au contraire, parfois on a des choses qui peuvent s'opposer. Donc on a harmonisé ça. Je pense que ça... Pardon, vas-y. Les collaborateurs aussi qui ont été impliqués dans justement les process de production pour avoir cette harmonisation et comme les collaborateurs sont ceux qui produisent le plus, c'est plus réaliste pour tout le monde. Et comme ça, quand on a une question, on sait à qui se référer. En tout cas, je rebondis tout de suite, Vincent, sur un truc. La formation en management.
Déjà, je trouve que, alors, souvent, alors, je pense qu'il y a tellement d'experts comptables que j'ai entendu dire, mais nous, le management, on le connaît pas, quoi. Tu vois, on n'a pas appris à l'école, on n'apprend pas, on sait pas faire. Et puis, de toute façon, nous, c'était à la dure à l'époque, donc vas-y, tu vois, c'était comme ça et on n'a pas connu autre chose. En quoi ça a été game changer pour vous? En quoi ça a changé les règles du jeu dans le cabinet? Parce que je pense que là, c'est une posture aussi différente. Et c'est une manière de pouvoir embarquer les équipes de manière différente. Même toi, en quoi ça... Peut-être ça t'a soulagé, peut-être, ou ça t'a permis d'être plus clairvoyant, plus lucide aussi, je sais pas. En fait, ça a permis effectivement de prendre du recul, de se dire, en fait, ouais, là aujourd'hui, tel que l'on est, on n'arrivera jamais à avancer, à développer ou à fidéliser. Mais il y avait deux axes. En fait, il y avait, c'était important d'être formé par rapport à l'organisation de maintenant, mais également de demain. Aujourd'hui, il faut manager le changement. Et donc, pour faire évoluer les équipes et tout le cabinet, si on n'a pas d'approche construite, en fait, on perd également tout le monde. Donc, de faire évoluer les pratiques professionnelles, c'est pas aussi naturel. Et surtout dans notre milieu où on aime bien quand même la routine. La routine, elle nous rassure. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Pour tout le monde. Moi, je pense qu'on n'échappe pas à cette règle. Donc, c'était aussi voilà, arriver à préparer, à organiser le cabinet pour arriver à évoluer dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, là où on veut aller. Hyper clair. Je reviens sur cette chercheuse dans lequel j'ai tourné le podcast et elle m'a dit, Nicolas, il y a 3 pans dans finalement l'engagement des gens. Il y a le leadership, donc la capacité à me dire où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se projette dans les 2, 3, 5, 10 prochaines années. Et donc, aussi, dans cette projection, est-ce que les gens vont croire à la projection ou pas? Est-ce qu'ils vont avoir se dire, oui, c'est crédible ce qu'il me dit. Dès lors qu'il y a de la crédibilité, qu'il y a de la projection, leadership. Management, c'est au quotidien. Comment on va réussir à dérouler le job et faire que le travail puisse être fait le plus simplement, facilement pour apporter finalement, in fine, la valeur acquise aux clients de demain, aux clients qu'on accompagne. Et puis le troisième pan, tu vois, il y a ce coaching, quoi. Si tu as un pépin, cohésion, on te laisse pas sur le je te tape dans l'épaule, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et du coup, si on a les 3 éléments, tu vois, quand tu me parles de... En gros, c'était un peu ça que j'avais envie de découvrir, tu vois. Dans ce point, et toi, tu dis, ouais, on a revu la culture, la vision du cabinet, donc tu vois, cette vision de leadership, elle s'est matérialisée par cet aspect-là. Et puis, il y a aussi cette vision de se dire, comment on va manager le changement et comment on va l'accompagner. Bon, hyper intéressant. Trop cool. Du coup, je t'ai coupé parce que je suis parti là-dessus. Donc, quand j'avais dit, je me rappelle plus de ma question, Vincent. Du coup, on était là. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour fidéliser les collaborateurs? Formation, management. Et donc, on a quand même aussi une vision du coup d'évolution. On se prépare à la facture électronique qui arrive, à grands pas, 2026, si les délais sont tenus. Et donc, il est important pour nous de faire évoluer nos outils. Donc, c'est vrai on est vraiment dans une optique de faire de dématérialisation, bien sûr, 100%. Mais également d'aller un peu plus loin, de tester des outils que d'autres confrères nous disent du bien ou qu'on voit sur le congrès. Et donc, pour ça, en fait, on a pu, dans le passé, se tromper dans l'approche, c'est-à-dire que j'allais au congrès, je faisais ma liste de courses, je revenais, il faut faire ça. Je vois. Et ça partait dans tous les sens. Il y avait 3 installations à faire. Il fallait le faire sur tous les dossiers. Et là, il y a eu de vrais échecs où, en mettant en place des outils, 6 mois après, on les abandonnait. Ça s'est passé pas très bien. Donc, il y a une expert comptable mémorialiste qui a apporté beaucoup au sein du cabinet, qui a d'ailleurs maintenant habite ici, à Sofia, Metropolis, Ok. et qui aujourd'hui d'ailleurs, qui a été nommée il n'y a pas très longtemps présidente de l'Annexe France, donc bravo à elle, elle s'appelle Martha. Ok. Et elle a apporté énormément en mettant en place un pôle qualité. Cette responsabilité-là a été transférée sur une autre collaboratrice, mais ça a permis en fait de structurer la mise en place d'outils. Et par ricochet aussi de faire participer toute l'équipe. Pour chaque outil qu'on teste, il y a un référent
Aujourd'hui, Clara, c'est ton cas. C'est-à-dire qu'au-delà de la gestion de ton portefeuille, tu as mené à avoir cette responsabilité-là, de pouvoir tester, noter les points positifs, les points négatifs. Pour faire un retour derrière au cabinet. Et après, pouvoir le développer ou pas au client, et préparer aussi le client à l'utilisation de logiciels, à l'utilisation d'outils dans la perception de la facture électronique. Ouais, donc tester un logiciel, c'est pas effectivement seulement je teste et puis je fais remonter en réunion, c'est impliquer le client, impliquer aussi les autres collaborateurs qui testent aussi. Quand on est référent, il faut aller chercher. Donc c'est à la fois un travail d'équipe, à la fois un travail de relation avec le client, à la fois un travail de relation avec nous, donc ça vertical, horizontal, enfin, voilà, c'est génial. Et du coup, ça permet également, je pense, indirectement de fidéliser en donnant un rôle différent. Ça permet également, je pense, indirectement de fidéliser le collaborateur. Et c'est vraiment à la volonté du collaborateur. Ça n'a pas été imposé. C'est participatif. Voilà, c'était un logiciel que j'ai utilisé auparavant, donc je n'étais pas dans l'inconnu non plus. Et puis pareil, on me l'a proposé et c'était naturel. Ah, alors, excuse-moi, quand même, j'ai quand même une question là qui me vient, je suis désolé. Clara, tu prends en charge cette mission et du coup, il faut aller vendre, entre guillemets, ce logiciel à tes petits camarades qui sont dans le cabinet, mais ils n'ont pas le temps non plus, tu vois, de t'écouter, etc. Comment tu essayes de leur vendre aussi la solution, ou en tout cas leur apporter les bénéfices que ça pourrait avoir pour eux, si toutefois bénéfice il y a? En fait, là, la stratégie, c'était... on avait des problématiques sur un logiciel d'automatisation. Ok. Donc, il fallait répondre à ces problématiques en testant d'autres logiciels. Ok, hyper clair. Donc, il y a un premier logiciel qui avait été développé qui a été mis en place et que tous les collaborateurs ont au moins testé sur un des dossiers. Donc, c'était la stratégie qui était mise initialement. Et le deuxième logiciel, moi je teste, on s'est dit on ne peut pas adopter la même stratégie, sinon les collaborateurs ils vont être perdus. Et donc là, ça a été un peu plus ouvert en proposant, donc ça a été un peu naturellement, on a proposé à une collaboratrice qui venait d'arriver, qui avait un portefeuille, des nouveaux clients qui pouvaient être intéressants pour tester. Et puis elle a été partante. Voilà, Clara, du coup, à cette mission-là, il y a d'autres missions, pas forcément sur de la mise en place d'outils, ça peut être également sur... là, on est en train vraiment de tester l'accompagnement, donc vraiment avoir un vrai accompagnement sur le financement des entreprises, donc toutes les problématiques trésorerie ou d'emprunt, d'aller chercher un emprunt. Donc, on a Xavier qui est passionné par ça et qui, du coup, voilà, on est en train de travailler pour construire une offre autour de ça. Donc là, clairement, c'est du participatif. Et une fois que ça sera en place, après, on pourra pouvoir déployer auprès de tout le monde. Je reviens sur les évolutions donc de notre métier. Je pense que c'est important aussi lors des séminaires, on fait toujours un vrai bilan sur nos objectifs, sur notre stratégie. On communique beaucoup aujourd'hui sur ça, sur dans 5 ans où on veut aller. Clairement, là où on va aller, c'est d'automatiser le maximum de tâches sans valeur ajoutée, de production, sur de la tenue comptable, mais également sur d'autres domaines. D'ailleurs, je suis aujourd'hui... depuis un an, depuis début 2023, donc je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Juria, qui a pour but d'automatiser au maximum la génération d'actes juridiques, avec un peu d'IA, avec même beaucoup d'IA. Aujourd'hui, on va commencer à vendre notre V1 début d'année 2025. Trop ouf. On est en phase de test avec dont certains gros cabinets forts qui sont très intéressés par notre outil. En 3 minutes, on fait une approbation, tout, de A à Z. 3 minutes. Wow, masterclass, attends, il faudra nous faire tester l'outil là. Pourquoi je dis ça? L'idée, c'est vraiment d'automatiser nos actes, y compris sur du juridique. Le social, on n'est pas très bon encore, c'est compliqué. Encore qu'il y a des outils qui existent qui sont un peu mieux, mais c'est peut-être le secteur, je pense, le plus complexe.
Mais en tout cas, sur la comptabilité et le juridique, je pense qu'on a vraiment moyen à accélérer pour justement accompagner et accompagner les collaborateurs dans ce changement-là pour voilà, que ça se fasse en douceur et Ouais. qu'il y ait une vraie montée en compétences et Ouais. du coup, voilà, que ça soit moins rébarbatif. Ouais, une transition plus fluide et puis le développement du conseil client derrière pour qu'il soit rassuré aussi, le client, sur les évolutions à venir. Comment tu vois l'avènement, toi, de l'IA dans ton métier? Tu vois? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu penses que c'est un outil qui va vraiment t'aider à faire beaucoup mieux, beaucoup plus? C'est quoi un peu ta vision? J'en ai pas peur parce que je suis de la génération où tout ce qui est outils numériques me parle beaucoup. Non, je pense que ça va vraiment nous aider dans le métier. Ça peut nous aider sur des tâches où on est un peu moins à l'aise. On est beaucoup dans les chiffres, donc tout ce qui est rédactionnel, c'est pas notre fort. À ce niveau-là, ça peut être très intéressant. Là, on le voit dans tous les logiciels d'automatisation qu'on utilise. Il y a beaucoup d'IA à chaque fois. Et ça nous fait gagner un temps incroyable, sur tout ce qui est tâches répétitives, un peu lassantes à terme. Et pour se consacrer à des tâches beaucoup plus évolutives, beaucoup plus intéressantes, l'IA, je pense que c'est l'avenir un peu. Ah bah, et donc alors, ok. Donc là, vous lancez votre version bêta au mois de début. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une version allégée et début d'année, ça va être une version beaucoup plus complexe sur tous les actes courants Trop bien. du quotidien. Voilà. Avocat et expert, enfin notre voilà. Du coup, en fait, cette solution, tu peux la rendre accessible à tous les cabinets ou voilà, cabinet d'expertise comptable plutôt ou même aux avocats directement. Cabinet d'expertise comptable, avocat et dans un deuxième temps juriste d'entreprise. Trop bien, trop bien. J'avoue que la partie IA sur la partie droit, je me suis pas trop intéressé au sujet, mais ça m'intéresserait de voir comment ça fonctionne quoi. Ok, il y a des vrais enjeux aussi, tu vois, pour limiter le turnover, continuer à fidéliser les collaborateurs parce que en gros, tu vois, tu le disais, j'ai fait un post sur LinkedIn et puis bah en fait des entretiens j'en avais plein quoi. En gros, t'as 5 entretiens alors qu'en gros t'as pas demandé grand chose entre guillemets. Et je suis aussi dans la vague post-Covid, donc ça va peut-être aider Ah oui. dans cette démarche-là. Ok. C'est vrai que en 2022, on avait un turnover de 35%. On est passé à 5% là sur les 2 dernières années, donc ça s'est complètement inversé. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a mieux communiqué, c'est-à-dire qu'on a mis le paquet sur les réseaux sociaux pour finalement donner un petit peu une petite fenêtre là pour les futurs, les candidats qui se présenteraient de savoir voilà, quel est la vie du cabinet, quel est notre quotidien, quelles sont nos sorties, voilà, quelles sont les périodes de fermeture. C'est tout bête, mais c'est vrai que quand on communique sur tout. Donc ça permet de savoir aussi si les candidats se retrouvent bien sûr, carrément. Dans cette organisation-là. Et plus, je pense, le fait que voilà, on a mis en place beaucoup de choses au sein du cabinet et qui a fait que, alors, est-ce qu'il y a moins aujourd'hui de recrutement dans les cabinets? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a complètement inversé. En 2 ans, on a complètement inversé. Bah non, mais c'est une masterclass, parce que 35% à 5%, je trouve que c'est remarquable. Selon toi, c'est quoi les 20% d'actions qui ont contribué à 80% de ce résultat? Tu vois? Je pense que la com, la formation management, peut-être elle est arrivée à ce moment-là ou peut-être un petit peu en amont. Juste en même temps, je pense que la formation a aidé. Je pense que l'accompagnement des nouveaux collaborateurs joue énormément. L'écoute, le dialogue, les réunions hebdomadaires, tout ce genre de petites actions qui fait que et je pense qu'on vend plus du rêve en fait. Peut-être qu'on a été ce qu'on propose aujourd'hui, c'est du concret. On remplit notre engagement. Et peut-être qu'on a eu tendance autrefois, parce que c'était la bagarre, c'était la guerre, à vouloir un peu surenchérir, et c'est plus le cas. Ok, masterclass pour moi, c'est de dire, voilà, tu as cette humilité, t'identifies bien les problèmes, tu te remets en question, tu réajustes, et puis tu racontes la vraie vie, quoi, tu vois. Et donc, en fait, finalement, ça crée... je trouve que ça crée une relation entre les individus et les humains qui est beaucoup plus saine et authentique, tu vois. Et
là, on parle voilà, d'une relation de travail dans un cabinet, mais dans la vraie vie, c'est toujours cool d'avoir une honnêteté. Et cette honnêteté, bah, du coup, elle crée la confiance. En fait, la confiance, après, bah, du coup, ça permet de créer des histoires qui sont hyper importantes. Il y a un objectif aussi, par ces suivis hebdomadaires, etc. C'est, alors je fais pas partie de, enfin, historiquement, il y avait quand même une tendance à essayer de tout contrôler. Ouais. Non, mais on est en présentiel, on s'est quand même détendu. Et aujourd'hui, donc il y a du télétravail, il y a des aménagements quand c'est nécessaire. Il y a une certaine souplesse aussi sur la période fiscale. Il y a des collaborateurs qui optent pour l'annualisation du temps, qui ont des RTT, d'autres qui ne veulent pas. Ils veulent avoir vraiment, enfin, c'est 35 heures Ouais. ou 32 heures. Voilà, donc on est quand même relativement, c'est vraiment assoupli Ok. sur plein d'aspects. Et j'aimerais aller encore un peu plus loin pour assouplir, donner un peu plus de flexibilité. Et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un suivi une fois par semaine. Je pense que c'est le Ouais, minimum bien sûr, bien sûr. pour savoir si voilà, les travaux sont réalisés, s'il n'y a pas de difficulté, etc. Donc s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas c'est pas j'appelle pas de contrôle, c'est plutôt suivi. Ouais, bien sûr. Je préfère, c'est pour ça que je dis pas contrôle, suivi, parce que ça peut être aussi mal interprété. Carrément. On fait confiance, c'est le but. Et donc ça permettra, à mon avis, d'aller encore plus loin dans le télétravail, dans l'aménagement d'heures, peut-être. Je pense que ça pourrait être un objectif dans un deuxième temps. Hyper clair. Dis-moi. Et tout ça, ça fait écho aussi à une petite histoire que j'ai vécue, qui m'a un petit peu traumatisé. Je venais juste de racheter le cabinet. Et j'ai la gendarmerie qui m'appelle, la brigade financière, en me disant ce soir à 20h, vous venez à la brigade. Si vous parlez à une seule personne de ce rendez-vous, vous ne serez plus jamais expert comptable. Wow. Ah ouais, Ok, d'accord. d'accord. Là, Lida, Qu'est-ce que j'ai fait les tremblements, Oh, les mains. je vais à la brigade. En fait, donc j'ai appris par les brigadiers que j'avais un collaborateur qui faisait des faux bilans, des faux bulletins, Ah ouais. avec tout un système, avec quelques clients d'arnaque, donc aux assurances maladie, au chômage, etc. J'avais été mis sur écoute. Ils ont vu que j'étais clean. Donc il y a eu quand même 2 perquisitions au cabinet. Ah ouais. Avec, donc on a mangé des pizzas avec les gendarmes à 1h du matin. C'est pas très marrant. Ouais, c'est clair. À démonter un ordinateur, de l'ordinateur de ce collaborateur pour aller chercher, copier tous les disques durs, etc. Bon, évidemment, ils ont vu que j'étais clean et d'ailleurs, un des gendarmes avait confié la compta de son épouse. Donc voilà, ça c'est vraiment, j'étais vraiment en confiance, ils étaient en confiance avec moi. Mais ça m'a démontré un point. C'était un événement quand même assez traumatique. Que laisser une autonomie totale, parce que c'était le cas au début, Ouais, bien quand j'ai sûr. racheté le cabinet, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut une supervision des dossiers, un suivi, et faire confiance, ça n'exclut pas cette supervision et ce suivi-là. Donc ça, c'était une vraie leçon. Et donc du coup, il ne faut pas non plus aller dans l'extrême opposé. C'est là où je veux Ouais, je en venir. comprends. Avec une liberté 300%. Ouais. Hyper clair. Merci en tout cas. On arrive déjà à la fin de cette discussion. C'était un vrai plaisir pour moi. Est-ce que Clara, tu aurais un dernier mot à partager? Alors, il y a une phrase que j'aime bien et une question que j'aime bien poser à mes invités en fin d'échange. Est-ce que toi, la vie ou quelqu'un t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs? Quelque chose qui a été un peu transformateur dans ton esprit? Et elle n'est pas facile, à chaque fois on me le dit. Hein. Elle n'est pas facile ta question. Mais je sais pas, quelqu'un que tu as rencontré, qui t'a donné un conseil, qui t'a peut-être un peu fait changer de vision. Tu peux prendre le temps de la réflexion. Et d'ailleurs... Je dirais plutôt que c'est ma vision un peu de... Je suis pas vieille, hein, mais je pense que la vie, c'est une balance. Il faut trouver son équilibre dans tout ce qu'on fait. On peut se fixer des objectifs, se fixer beaucoup de projets. Il faut toujours trouver l'équilibre et d'en tirer quelque chose, peu importe si c'est une bricole.
Et tous les jours, j'essaye de me dire qu'est-ce que aujourd'hui j'ai appris de plus. Même si c'est pas grand-chose, hein. Mais je pense qu'on a toujours un équilibre à trouver. Et c'est ce côté-là que Trop bien, je peux faire ressortir. trop bien. Et toi alors, Vincent? Il y a quelques mots qui me viennent là spontanément. La confiance, évidemment, le respect, l'écoute, et tout ça, ça va donner de l'implication et de l'engagement avec un objectif vraiment partagé. Il faut pas être opposé sur l'objectif, ça ne pourra jamais coller. Ouais, je vois. Voilà. Donc c'est vraiment toutes ces petites choses qui vont faire que il y aura une vraie adhésion. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. C'était un plaisir de vous recevoir Mais avec et de plaisir. faire ce podcast qui est en tout cas le premier du genre où j'ai à la fois Clara qui est là depuis 1 an et puis toi finalement qui a recruté Clara et donc dans cet épisode. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si il vous a fait kiffer autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, n'hésitez pas à le partager. Et puis, si vous souhaitez postuler au sein du cabinet IFEN Expertise, les annonces sont directement en description de cette vidéo et de ce podcast. Et si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à m'envoyer des 5 étoiles. Ça me donne de la force et ça me permet d'aller chercher des invités toujours plus inspirants. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!